Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 358. Aujourd'hui on reste sur le ring pour revenir sur l'énormissime soirée boxe qui avait lieu à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Focus sur la perf XXL de Terence Crawford qui est devenu le premier champion undisputed dans 3 catégories de poids en battant la légende Canelo Alvarez. On débriefe aussi ensemble le nul de Christian Mbili contre Lester Martinez et les conséquences de ce résultat sur l'avenir du franco-canadien. Et en studio, à mes côtés pour en parler aujourd'hui, évidemment, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles, ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai été témoin d'un truc de légende de la boxe anglaise. Moi je suis super heureux. Ouais, et puis on s'est posé pas mal de questions la semaine dernière, je pense qu'on a quelques réponses à apporter aujourd'hui. C'est clair. Et des réponses, on va aussi en avoir avec John Dovey, qui nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. Salut les gars. Le consultant boxe RMC Sport, toi aussi t'as kiffé la soirée? J'ai passé une soirée fantastique. C'est vrai. Effectivement, j'étais à cran. Ouais. J'ai pas pu regarder le combat de Christian assis. Vous imaginez bien. Mais c'était une soirée riche en émotions et comme tout le monde, j'ai peu dormi ce week-end. Évidemment, John, consultant RMC Sport et qui a été le coach notamment en équipe de France olympique de Christian Mbili, donc on aura aussi beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre sur Christian aujourd'hui dans ce RMC Fighter Club. Alors c'est parti pour le débrief d'une soirée boxe plus qu'attendue. Alors est-ce qu'elle a tenu ses promesses? Les réponses aujourd'hui. Allez, avant ça, simplement vous rappeler que si vous aimez nos podcasts, si vous nous suivez, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcasts et aussi liker, commenter si vous nous suivez notamment sur YouTube. Avant de se concentrer sur les combats, les gars, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'aspect global de la soirée, son contexte. On était à Las Vegas, pas dans le traditionnel MGM Grand ou T-Mobile Arena, mais à la Legend Stadium, la maison des Riders, l'équipe de foot US locale. 70 000 personnes réunies pour l'occasion, sous la promotion commune de Turki Al-Alchik et Dana White, et Netflix comme diffuseur officiel. Tout était réuni. Et en tant que spectateur, le spectacle global, ce qu'ils ont réussi à faire était assez réussi. C'était une soirée plaisante à suivre, en tout cas au niveau de visuel, c'était très beau. Alors visuellement parlant, ouais, rien à dire. On était sur une ambiance de très gros combats comme on a eu, donc visuellement parlant, le show, ce que tu veux, même le fait que ce soit un stadium, j'ai pas l'impression qu'on le ressentait plus que ça, à l'image en tout cas. Tu vois, après dedans c'est peut-être différent, mais en tout cas à l'image ça rendait bien. Ouais, toi aussi John, enfin c'était plaisant à suivre. D'ailleurs c'est là où on sent que la patte de l'UFC était aussi présente, notamment sur les graphiques pour présenter les fighters. C'était des graphiques qui volent un peu dans la salle, etc. C'est des trucs qui sont aussi tirés de l'UFC, et c'est là quand même la patte Dana White pour l'organisation. Les traducteurs, c'était ce qu'on voyait à l'UFC. Il y avait quelques trucs communs qu'on a pu retrouver dans cette soirée boxe. C'est vrai que la soirée était belle de manière générale, et on a senti le gap du UFC et l'empreinte qu'elle a pu avoir sur la soirée. Même si on est habitué à avoir quand même des belles soirées en anglaise, mais il y a eu un truc un peu différent. Je dirais que est-ce que ça a marqué les gens de manière générale, parce que c'était plus la carte et ce qui se passait, les combats qui allaient avoir lieu, qui motivaient aussi les gens. Donc tout ce qu'il y a autour, au bout d'un moment, on se rend pas compte. On se rend compte après quand on regarde la soirée, qu'on réanalyse les combats, on se dit ah putain c'était pas mal ça. Mais sur le coup, on est tellement pressé de voir un Canelo par exemple. Et alors moi c'était un Christian, mais voir un Canelo et Crawford et un Crawford sur le ring, que limite on fait abstraction de toutes les petits artifices qu'il peut y avoir autour. Les artifices, c'était aussi Dana White qu'on a senti un peu faire la gueule au premier rang. Alors il a pas été là toute la soirée. Non. Il y avait Jason Statham qu'on a vu qui a croqué toute la soirée. Il était au premier rang avec ses lunettes de soleil. On a vu que lui toute la soirée. Dana White, il est arrivé un petit peu plus tard. Il avait l'air de faire un peu la gueule, non? Il est arrivé plus tard, ouais. Ce qui donne une indication de comment s'est passé sa fight week avec Turki Al-Alchik. Tu comprends qu'ils étaient en embrouille. À un moment, il n'y a pas besoin d'avoir fait science le comportement du pour savoir tout ça. C'était normal. Deux égos énormes qui devaient copromouvoir cette soirée. Ça pouvait que se passer comme ça. Mais voilà, tu sens que Dana White, il a voulu mettre son empreinte et il l'a mise avec tous les éléments de promo. Tout ce qu'on peut comprendre, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est un tweet où Dana il ne cite pas Riyad Season.
des trucs de gamin, hein, j'ai envie de te dire. Hein, mais Incroyable. mais Incroyable. voilà, à partir de là, Turki n'a pas été content. Derrière, il y a eu la conférence de presse où Max Kellerman, qui était dans une opération, pardonnez-moi, de lèche-bot de Dana, qui était quand même exceptionnelle, où il expliquait que Dana White va ressusciter la boxe, que la boxe va devenir grande grâce à lui. Canelo s'est senti obligé de le rattraper en disant non, mais calme-toi, Coco, la boxe, elle a toujours été bien plus grande. Et donc, tu sentais que c'était un peu tendu. Ouais, un peu tendu. Il y a quand même eu d'énormes recettes de billetterie. Dana White parlait déjà de la 3e plus grosse recette à la billetterie de l'histoire pour des sports de combat. On avoisine les 50 millions de dollars pour la billetterie. Donc voilà, il y a quand même eu un gros engouement autour de cette soirée. Il y avait un USA-Mexique en combat principal. Ça aidait. D'ailleurs, un Canelo qui était peut-être plus acclamé que Terence Crawford à l'entrée, il me semble. Oui. Donc, une grosse communauté mexicaine. Il y avait une grosse communauté. Par contre, alors déjà, et on l'aura, j'espère bientôt, Bruno Suras, lui, il était entouré de Mexicains. Et il me disait que l'entrée de Crawford, elle a été acclamée. Et ça vaut le coup de s'attarder juste une minute là-dessus parce qu'il a été malin, Crawford. Il a joué le jeu. Il a été super oui, malin. oui. Mais on peut le voir comme souvent des boxeurs rencontrent des boxeurs mexicains. Ouais. Il y a toujours une espèce d'envie d'aller titiller un peu les fans mexicains, soit avec un chapeau traditionnel, ou soit avec un petit truc, ou alors les couleurs du Mexique. C'est vrai que quand les boxeurs rencontrent un boxeur emblématique mexicain, il y a toujours cette touche mexicaine, il y a un respect. Ouais. Alors je dis souvent quand je commente que le Mexique est le vrai pays de la boxe, pour moi. Le vrai pays de la boxe. Et on se rend compte qu'il y a une vraie fan base, et que quand t'as les Mexicains dans ta poche, t'as le monde entier dans ta poche. Ouais, c'est Floyd qui l'avait fait contre De La Hoya en venant habillé tout en mexicain à l'époque, le short et le Tyson chapeau. Fury aussi. Ouais, Tyson Fury l'a fait, Gervonta Davis l'a fait aussi. Et là, Terence Crawford, il a été encore plus loin parce que lui, il a fait, il y avait l'outfit, il y avait la guitare. La guitare, et ça vient de la trilogie de films. Hein, pour Ouais, ceux qui n'ont jamais vu ces films, s'il vous plaît, corrigez-vous et allez regarder ces films. On parle d'El Mariachi, de Desperado et de Once Upon a Time in Mexico. Et avec la musique de Desperado, bon, certains ont dit qu'il avait volé la musique d'Ilia Topuria, faut se calmer. C'est la musique d'un film avant tout que Topuria a récupéré. Et donc, il a été très fort. Très fort. Bravo Baba qui a une pige au cahier du cinéma juste après pour nous éclairer, mais c'est intéressant. En plus, je les ai pas tous vus ces films, donc je vais rattraper aussi mon retard. Magnifique avec Antonio Banderas. Allez, on passe au gros morceau, les gars. Le combat donc entre Canelo Alvarez et Terence Crawford. Bud, loin de sa catégorie naturelle, qui a fait l'exploit de monter en super moyen pour venir battre le Mexicain, là où on le pensait intouchable il y a encore peu de temps. Après 12 rounds, c'est donc l'Américain Crawford qui l'emporte à la décision des juges. 116-112, 115-113, 115-113. Scoring logique et justifié pour vous, les gars? Oui. Ouais, moi j'étais d'accord avec toi. Ouais, logique, moi aussi. J'étais d'accord avec ça. Pas de souci là-dessus, c'est-à-dire que l'impression qu'on a eu round après round et même global, même si on note round par round, c'est ce que ça reflète dans ces jugements-là. Et je dirais même que les rounds remportés par Canelo sont dus au fait de moindre activité de Crawford. Crawford a mis un tel impact technique, je dirais, sur ce combat que on a senti tout le long du combat un Canelo qui avait du mal à trouver la solution. Il l'a dit lui-même à la fin, il n'a jamais su lire, comprendre la stratégie mettre en place. Et pourtant, c'est probablement le boxeur des plus expérimentés du circuit actuel et surtout de cette catégorie. Et il n'a jamais su, lui, avec son expérience, trouver la solution face à un Crawford. Ouais, c'est ça qui est assez fou. On va du coup commencer sur le travail technique, hein, Baba, et puis on passera un petit peu sur la legacy, sur ce que ça donnait au niveau des records, etc. C'est vrai que sur le ring, ce qu'on a vu, c'est que Crawford, il a envoyé bien plus de coups. Canelo, lui, il était un peu moins prolixe, du coup, ça donnait ce que ça donnait. Cette impression, c'est vrai que c'est ce que dit Baba, c'est ce que dit John, hein, Baba, je suis d'accord. C'est Crawford qui décidait ce qu'il voulait faire, en fait, qui a imprimé le rythme. Et les rounds que Canelo a pris, c'est parce que Crawford laissait quelques ouvertures, mais presque volontairement. Ouais, en fait, et puis pardon, parce que je faisais, je sais pas pourquoi mon cerveau il a fait un bug, mais sur les cartes, j'étais sur les cartes de Mbili, parce que je vois John en face de moi, c'est pour ça. Pour le coup, non, par contre, moi je donnais que 2 rounds à Canelo. Même s'il y a des rounds qui sont un petit peu. Voilà, on peut aller jusque 4 peut-être, mais moi sur ma carte j'en avais que 2 pour lui. Ceci étant, je suis plutôt d'accord. Crawford il a dicté les échanges. En fait, ça a été vraiment impressionnant à observer comment Crawford d'abord il s'est installé en se disant, en fait au début il a respecté Canelo en se disant contrairement à ce que j'ai fait contre Spence, je vais pas tout de suite rester à l'intérieur. Je vais bouger un peu autour de lui, mais surtout, il a choisi de prendre des coups un peu dans les gants pour pouvoir comprendre en fait ce que Canelo envoyait en termes de puissance. Et puis après, petit à petit, il a commencé à lui répondre. Il a commencé à mettre en place son jeu, commencer à toucher, rester un petit peu plus, choisir. Et petit à petit, en fait, il a enlevé tout espoir. J'ai l'impression qu'il a enlevé tout espoir à Canelo, en fait. Alors,
ce que je peux dire, moi, c'est que je suis d'accord avec toi hein, sur ce que tu dis. Crawford est arrivé, il est plus ou moins dans le même état d'esprit qu'un Charlo. Il monte de catégorie, il vient rencontrer un boxeur qui est imposé dans cette catégorie, qui est champion de toute catégorie et qui est vraiment le patron de cette catégorie. Et donc, par contre, et ce qu'on a vu avec Charlo, c'est qu'on se disait, moi, je pensais que Charlo allait pouvoir poser des problèmes sur sa vitesse. Et ce qui s'est posé, c'est qu'au premier crochet que Charlo a pris, son visage s'est transformé, il a commencé à faire la bicyclette sur le ring. C'est-à-dire que on peut dire tout ce qu'on veut face à un Canelo, jusqu'au moment où tu prends le premier crochet, même dans les gants, et tu dis d'accord, c'est comme ça. Là, tu comprends ce que tu as en fait. Et là, ça change la physionomie technique et tactique du combat. Et donc, Crawford, c'est pareil. Il a vu le combat, il sait. Donc, avant de savoir ce qui se passe, il veut sentir le pouls, tenter de voir un peu ce que développe un Canelo. Et quand Canelo lui met le premier coup, et comme tu dis, le respecte aussi, il dit c'est que ça. Je peux gérer. Et donc, et tout doucement, il déploie sa boxe. Il a été fantastique parce que dès les premiers instants, effectivement, il a attendu parce que dans tout combat, on sait comment ça se passe, on attend toujours pour voir comment ça se passe. Surtout quand j'imagine que sur la préparation, il a mis les gants avec des super moyens, mais sauf qu'il met boxe, il met pas les gants, il boxe avec le super moyen, le champion dans 4 fédérations. Et là, il y a forcément une forme d'appréhension et de savoir comment ça va se danser. Et comme il voit que c'est surmontable, et là, il commence à déployer sa boxe. Et il a déployé sa boxe, il s'est laissé aller, il s'est fait plaisir. Et la tactique, c'est effectivement de ne pas boxer de trop loin, de rester à une distance, pas à mi-distance, mais à la distance intermédiaire. À mi-distance, c'était plus dangereux. Parce que la puissance et la force physique de Canelo s'imposaient. À distance, il était mieux. Il attendait pour la fin de combat pour le perturber. Mais la distance intermédiaire, c'est celle qui est entre la distance et la mi-distance, où là, on peut boxer encore en crochet et en direct. Et c'est là que le combat s'est déroulé, beaucoup. D'ailleurs, on a beaucoup parlé avant en disant c'est un switch hitter, etc. Il peut changer de garde. Il est resté sur la même garde. Peut-être c'est un signe de respect aussi de Canelo en disant je vais pas inventer des trucs, je vais rester sur une garde, je vais te montrer ce que je sais faire là-dedans. D'ailleurs, c'est monté en puissance parce que ça rejoint ce que tu dis, c'est à partir du 4e, 5e round que vraiment il commence, là on se dit ok, Crawford là il a pris la dimension du combat, donc il y a eu, c'est pas des rounds d'observation mais c'est juste pour jauger ce que ça fait d'être en face de Canelo et de se dire je suis à ce rendez-vous que j'attends depuis longtemps et maintenant je vais comprendre en 3-4 rounds comment ça se passe, mais le moment où il a mis la vitesse supérieure c'était assez impressionnant. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, il a toujours été comme ça, hein, Crawford. Toujours à prendre les données, d'abord s'installer. C'est ce que tu avais dit la semaine dernière aussi. Là, c'était important de le faire pour savoir quel type de puissance tu vas avoir en face de toi. Est-ce qu'il frappe vraiment il faut que je sente sa puissance de ses coups. Et puis surtout, il a fait une transformation physique, Crawford. Donc lui aussi, il faut qu'il comprenne comment il se sente. Les Américains ils disent finding his feet. Tu vois, il faut que tu trouves entre guillemets tes pieds. Comment je bouge à ce point-là? Est-ce que je vais bouger comme j'arrivais à le faire? J'ai besoin de le balader au début. Et quand il se rend compte que physiquement parlant, il est très bien, qu'au niveau de la puissance des coups, ça fonctionne très bien aussi, et qu'en plus, lui, ce qu'il fait habituellement, ça fonctionne. Sleep counter, tu vois, il va réussir à toucher. Après, à partir de là, tu peux que déployer ta boxe, tu vois. Tu peux que y aller, et puis et il kiffe. Un gros smile, et puis ça après c'est aussi beaucoup de travail mental. Hein. Je souris, tu m'as touché, je regarde, je rigole. Il a toujours été un peu comme ça. Il est un peu chambreur, comme Crawford. Moi, je suis impressionné. J'ai toujours été un pro Crawford. Et sur ce combat-là, alors, mea culpa, je disais que je pensais que la marche était trop haute pour lui. Il montait de 2 catégories. Et il montait de 2 catégories, il rencontrait le meilleur boxeur de cette catégorie-là. Même s'il avait boxé, il avait rencontré d'autres boxeurs avant, mais c'est pas la même chose. Il rencontre quand même Canelo, pétri de qualité avec les qualités qu'on lui connaît. Et je pensais que ça allait pas passer, qu'à un moment, ça allait coincer, qu'il allait le perturber techniquement au début de combat, mais qu'au fur et à mesure de combat, tel un Callum Plant, il allait flancher physiquement. Et puis surtout, Canelo, comme c'est un diesel, il allait imposer son empreinte physique. Et ça n'a pas été le cas. Et je pensais aussi, parce que, alors, il y a eu un fait, c'est que, je raconte souvent cette anecdote, c'est que Crawford avait boxé un boxeur australien il y a quelques années, et Brahim et moi étions sur 13e round à l'époque, et on avait vu les 2 boxeurs en shadow sur le ring, sur la position du combat. On a vu le boxeur australien boxer en shadow, et quand on a vu Crawford en shadow, on s'est regardé, on s'est dit non, il a la classe. Même en shadow sur l'échauffement, on sent vous, c'était fou. C'est des choses qu'on sent. On sent le truc complètement. Et là, je l'ai vu en shadow, j'ai eu l'impression qu'il avait perdu ça. En shadow, avec le poids supplémentaire, avec le changement de catégorie, j'ai pu retrouver le Crawford que j'avais vu. Cette espèce de technicité léchée, propre, impeccable. Je me suis dit, ça va pas être pareil. En plus, il va rencontrer un Canelo, ça va être compliqué. Donc, il t'a surpris. Et c'est une des raisons, je me disais qu'à mon avis, ça va être compliqué. Et il m'a surpris. Parce que malgré ça, alors la preuve que ça veut rien dire, malgré ça, il a été capable de développer sa technique et d'être aussi
propre techniquement et de s'adapter d'une façon très 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 précise et méticuleuse. C'est par rapport à ce qui dégage, c'est vrai, l'attitude corporelle, etc. Tu sais, vous, notamment les consultants, vous nous dites souvent quand tu prends une patate et que tu souris, c'est que tu l'as bien prise. Là, j'ai repensé à cette phrase en voyant, parce qu'il en a pas pris beaucoup des durs, Crawford. À un moment, il se prend une droite qu'on a bien vu à l'interround au ralenti, etc. Mais quand je le vois sourire, j'ai vraiment l'impression qu'il sourit pour dire allez, vas-y grand. Mais tu sais qu'il l'a pas pris, ça lui a pas fait de mal, ça lui a pas fait. Alors qu'il y a ce ralenti, c'est le premier qui a envoyé à la fin du combat où justement, je sais plus si c'est une gauche ou une droite, mais Canelo il se retrouve quasiment dos à Crawford, et là il le regarde mais avec des yeux, qu'est-ce que tu viens de me faire là? Et donc l'attitude corporelle même de bout à bout, elle était totalement en faveur de Crawford. Il y a eu ce moment dont tu parles, il y a eu ces deux moments là dont tu parles, je voulais en parler, donc c'est parfait. Cette droite que Crawford y prend, où les autres il les a prises dans les gants. Donc il connaissait à peu près ce que pouvait faire un coup de Canelo. Mais quand on prend une, c'est la vérité. Quand on prend une, c'est la vérité, parce que même des fois, tu prends une que t'as pas vue, que t'as pas pu défendre, et tu te surprends après le coup en disant ah mais en fait ça va quoi, tu vois. En fait c'est bon, c'est bien. Et donc tu vas avoir une réaction un petit peu de, tu sais, tu vas t'enorgueillir et tu vas vouloir le montrer à l'autre. C'est ton meilleur coup et il m'a rien fait du tout en fait. Et ça c'est génial. C'est un feeling qui est fou. Il y a ce moment-là dont tu parles, où vraiment il va slip le coup et remiser avec un crochet du gauche. Canelo qui le regarde, ah bon, t'es sérieux, le regard est fou, t'es fort à ce point-là. Et puis il y a vraiment le double jab qu'il envoie, un jab au corps, un jab au visage, où Canelo il a une réaction de rejet. Où quand il prend les coups, il va se tourner, c'est presque. Il est relou quoi, tu vois. Et là tu comprends vraiment qu'un l'ascendant psychologique à ce moment-là c'est terminé. Quand il rentre dans son coin, t'as Eddie Reynoso, même lui, qui lui dit la seule chose qu'il arrive à lui dire c'est il nous faut plus de volume, mais c'est pas dire autre chose que ça. Tu vois, c'est dur hein. Et moi je serais Canelo, je lui réponds ouais je sais, non, mais tu vois, en fait les gens s'en rendent pas compte, mais c'est dur hein. Quand t'es entraîneur, cette capacité, parce que souvent je commande des combats et quand on voit une telle différence de niveau parfois, on se dit que peut dire le coin? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas dire ouais c'est mort, on abandonne, c'est pas possible. Mais quel amont tu vois? Donc on reste que sur la charge émotionnelle. Allez continuer à travailler. Donc et quand nous consultants on écoute, on a l'impression mais qu'est-ce qu'il dit? Il raconte des conneries, il devrait raconter autre chose. Et puis surtout de son canapé, on peut dire ah ben moi j'aurais dit, c'est pas vrai. Mais quand t'es dans le coin à 7 minutes de repos, qui n'est pas une vraie minute, parce que c'est 45 secondes, le temps que le boxeur quitte le ring, qui vient s'asseoir, il y a 50 secondes. Trouver les arguments, le soigner, le rassurer, c'est très très dur. Et franchement, faut être fort, il faut connaître son athlète, et surtout il faut trouver les mots. Et des fois, c'est pas les mots techniques, mais c'est les mots pour le rassurer, pour dire c'est compliqué, mais il faut pas lâcher l'affaire. Et puis tout comme dans la boxe, Crawford allait un peu dans une dimension qu'il connaissait pas avec ce poids. Le coach avec Canelo, il allait aussi dans une dimension qu'ensemble il connaissait pas. C'est voir son gars, le champion qu'il est, tous ses combats gagnés ensemble, en difficulté comme ça, c'est vrai que alors, les mots. Il a déjà été. Il avait été aussi. Il avait été face à Bivol. C'est pas la même chose. La seule différence entre avant et maintenant, entre Bivol est un mi-lourd. C'est ça. C'est lui qui est dans la catégorie au-dessus. Là, il rencontre un boxeur qui vient de deux catégories en dessous. Donc forcément, il s'y attendait pas à ça. Et puis c'est la deuxième fois. En fait, la vérité, c'est que c'est la deuxième fois que ça leur arrive. Et le hasard de ouf du calendrier, c'est que c'est quasi jour pour jour. C'est-à-dire que le combat contre Floyd Mayweather, c'était un 12 septembre. C'était quasiment l'anniversaire, le 13 septembre, pardon. Et, non, je disais 2013. Ouais, c'est ça. Et non, c'était 14 septembre, celui de Floyd, voilà. Et tu te dis, t'es en train de revivre le même cauchemar. Et je pense que eux, dans le coin, tout comme Canelo, ils se disent putain, c'est la même chose qu'on a vécu contre l'autre. On se fait surclasser en fait. On n'a pas de solution. Avec tout ce qui s'est passé entre temps. Et tu te dis, mais je pense qu'après, en toute franchise, c'est quelque chose aussi qu'ils soupçonnaient en préparation. Je pense qu'ils savaient très bien qu'en face, c'était un boxeur de très très grande qualité. D'où ce qui s'était passé un peu en conférence de presse pour minimiser un petit peu son statut de t'as boxé personne, etc. Mais je peux vous dire un truc, en fait. Et c'est ce qui fait la magie de la boxe ou des sports de combat. En fait, et c'est pour ça que les combats sont intéressants. C'est pour ça que ces combats peuvent marcher. Parce que, mais personne ne sait en fait. On peut dire, moi je pense que Canelo va, moi je pense que Crawford va, mais personne ne sait. Il y a cette part d'imprévu où on pose des questions, on se dit, mais attends, l'autre il vient de deux catégories, tout ce qu'on vient de dire, l'autre il vient de deux catégories en dessous, mais il est tellement fort que peut-être que, mais l'autre il est tellement fort que peut-être que moi en même temps, c'est pas possible. Comment vont-ils faire? Et puis finalement, quand ça arrive, il y en a qui vont dire je l'avais prédit. Mais en fait, il y a toujours cette phase de doute où on ne sait pas. On ne sait pas. C'est clair. T'es pas serein en fait. C'est clair.
Et t'as senti aussi, toujours sur cet impact physique, il y a un moment au 8e round où l'arbitre arrête pour quelques secondes. Et là, tu sens aussi un Canelo qui est content qu'il y ait cet arrêt, même si ça dure 5-6 secondes. Il y a cette rupture. Il est décoiffé. C'est vrai qu'il est décoiffé. Il a vraiment une tête qu'on n'a pas l'habitude de lui voir. Et je le vois, je le fixe à ce moment-là. J'ai même c'était en replay. J'ai même remis en me disant, mais putain, je le vois prendre sa respiration comme ça. Et là, je me dis, ça y est, on est au 8e. Il en reste 4, mais il est intouchable. Il va pas pouvoir se passer quelque chose d'autre. C'est quand il t'arrive un truc et t'as plus envie d'être là, t'es pressé c'est dans mon canapé. Mais ce sentiment-là, il était hyper présent, je trouve. Sur les 10, 11, il était hyper présent. Sur le dernier, à la limite, il envoyait quelques coups, etc. Tu sais que ça va passer assez vite, mais sur les 9, 10, 11, Canelo, il a envie de disparaître. Parce que tu décris une chose dans le round 8 qui se passe, et entre le 8 et les 10, 11, 12, comme tu dis, se passe quelque chose d'incroyable. C'est dans le round 9 où d'entrée de jeu, Canelo, il fait exactement ce qu'il faut faire. Il dit j'en ai marre, il rentre à l'intérieur, il force un échange puissant. Vas-y, viens, guerre mexicaine, on échange. Sauf que Crawford, là où Charlo s'est sauvé, là où Plante s'est sauvé, là où Munguia, il est resté. Non seulement il est resté, il lui a montré que sur le counter-punching, sur la contre, il est bien meilleur que lui, et il lui met un bouillon sur 3 séquences, 3 séries de 4-5 coups. Et c'est ça. Et c'est en ça que je dis que Crawford a été exceptionnel, parce que et ça se fait pas au début. Il peut pas le faire au début. Ouais. Mais à un moment, et c'est ce que je préconisais à tous mes boxeurs aussi, quand ils rencontraient un mec qui était fort physiquement, faut les déplacer. Mais à un moment, je dis, faut rentrer sur son terrain. Ouais. Rester pas longtemps, mais au moins il faut venir sur son terrain. Ça le déstabilise psychologiquement. Ouais. Il est resté, il lui a mis des coups, il a encaissé, il pouvait le faire maintenant, il a encaissé, il a été plus précis que lui. C'est-à-dire que moralement, il a bousillé. Il lui a dit, même dans ton registre où tout le monde pensait que tu es le plus fort physiquement, que tu vas t'imposer, même là-dedans, je suis capable de te prendre. C'est terrible. Et du coup, le physique est aussi lié au jeu de jambes qu'il a réussi à déployer. Tu voulais en parler, Baba, le jeu de jambes de Bud, il a été parfait pendant tout le combat. Et c'est vrai que quand on se rappelle, parce que c'est une donnée dont on parle beaucoup, mais son premier titre de champion du monde, il était à 15 kilos en dessous. Et là, à 15 kilos de plus, il arrive à appliquer ce jeu de jambes pendant toute la durée du combat. Et c'est aussi une donnée qui a fait que Canelo était un peu perdu à certains moments. Ouais, parce que le truc, c'est que ça fait 4-5 combats que Canelo, il est obligé de courser des mecs sur le ring. Et c'est des gars qui se déplacent beaucoup latéralement, sans avoir justement, ce que John a dit, cette idée de se dire, à un moment donné, je vais rester dans la boîte pour lui montrer quand même que j'ai pas trop peur. En fait, c'est pas ce que faisait Crawford du tout, parce qu'il se déplaçait, parce qu'il a besoin de le balader un peu, mais par contre, il hésitait jamais à se planter sur ses pieds, taper dur sur 2 coups, ressortir, faire ce qu'il a fait dans le 9e. Et je pense que quand tu vas utiliser tes jambes comme l'a fait Crawford, c'est encore pire pour un Canelo, tu vois, où tu sais que tu vas avoir le temps d'arriver vers lui, de monter tes mains, d'esquiver le premier, de contre-attaquer. Là, tu sais que ça se trouve, à un moment, il va t'attendre là où tu viens, et il va t'envoyer une tartine, il va ressortir, quoi, et tu vas même pas le toucher toi. Donc même ça participait du fait de déstabiliser complètement Canelo. Cette notion de mobilité, elle est très importante, hein. C'est un vrai point technique particulier, parce qu'il y a 2 choses. Soit on se sauve, on peut boxer aussi en se sauvant, parce qu'en face c'est très puissant, c'est compliqué, on peut pas rester en face, et on se sauve, ou soit on se déplace. C'est toute la différence. Se sauver, c'est l'instinct de survie, qu'on se déplace, on bouge, et se déplacer, être un boxeur mobile, c'est la capacité à se déplacer, pas rester en face de l'adversaire qui est plus puissant, mais en bougeant à 2, 3, 4, 5 cm de façon latérale ou en avant ou en arrière pour pouvoir s'offrir des angles différents. Et c'est complètement ce que Crawford a fait. Il s'est déplacé, il a été mobile de façon très judicieuse, très intelligente pour pouvoir s'offrir des angles, pas subir la contre-attaque ou les attaques de l'adversaire en face qui était censé être plus puissant, et pour pouvoir s'offrir lui des angles différents. Et la difficulté du coup de Canelo à cadrer Crawford, parce que pareil, les mouvements de buste que faisait, même quand il avait les appuis ancrés au sol, il y avait des mouvements qui étaient incessants au niveau du buste chez Crawford. C'est-à-dire qu'il était tout le temps mobile. Il a été tout le temps responsable défensivement, et pour compléter ce que dit John, c'est exactement ça en termes de mobilité, t'ajoutes le fait que cette mobilité lui permettait toujours de rester à ce que disait John tout à l'heure, à sa distance préférentielle. Et à la distance qui va pas du tout à Canelo en fait, parce que tu viens sur un élément physique qui est important, c'est l'allonge qui était supérieure de Crawford, et ça peut lui permettre lui de travailler à un endroit où il va pouvoir toucher tout le temps, ce qu'on appelle des petits pop shots. Il va pas forcément appuyer, mais de là où tu vas être, boum, il va t'envoyer son jab, ça te fait reculer la tête, je ressors, je recommence, etc. Il a jamais, en fait, faire 12 rounds à un niveau d'inconfort dans lequel l'a fait Canelo, j'ose même pas imaginer comment tu ressors laminé psychologiquement de ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit Canelo va être mis KO, TKO? Est-ce que le combat va se terminer avant la limite? Moi non, parce que j'ai toujours confiance en son menton, il l'a montré encore.
Et j'ai pas l'impression que. Alors, ça aurait pu si le combat était sur 15 rounds, peut-être. Mais c'était pas le cas. Et alors, c'est possible. Parce que la précision des coups de Crawford, avec la répétition des coups et cette capacité à appuyer des coups à un moment précis, peuvent à un moment perturber. C'est vrai. Mais effectivement, Canelo n'a jamais été compté. Ouais. Il n'a pas de coup, Canelo. Il a rien. C'est un bloc. Hein. C'est un pavé. Hein. Non, on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit, presque 800 rounds à eux deux, 750-800, jamais un down, ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense pas qu'il a, pour le coup, qu'il est. Alors, même s'il s'était transformé physiquement, je pense pas qu'il a acquis assez de puissance pour pouvoir mettre à terre un Canelo. Donc tu n'y as pas cru, à aucun moment tu t'es dit il va le faire. Non. Il a assez, il a le bagage là pour de toute façon l'amener jusqu'au bout en maîtrisant, donc jamais t'as vu ce qu'il y a. Est-ce que tout petit fait de combat, il y a un choc de tête à la 9e reprise, est-ce qu'à ce moment-là vous vous êtes dit ça peut être un game changer sur quelque chose ou pas? Parce que pareil, moi je me fie encore une fois à ce que j'ai vu à ce moment-là. C'est-à-dire que la confiance qu'a Crawford à ce moment-là, on voit qu'il y a une petite, il y a quand même, on le revoit au ralenti, on voit que c'est hyper involontaire, donc il y a pas de souci du côté de Canelo, mais pareil, il est hyper serein dans la gestion de cet épisode-là aussi, Crawford. Parce que ça saigne pas trop. Ouais. En fait, c'est ça. Une coupure, il faut savoir, une coupure à l'arcade ou ailleurs, tout dépend de la capacité au coin d'endiguer et de gérer cette blessure. Et puis surtout, des fois, il y a des coupures blanches. C'est-à-dire que quand on coupe, c'est coupé, c'est ouvert, mais il n'y a pas de saignement. C'est-à-dire que ça n'a pas touché le nerf. Quand il y a du saignement, c'est compliqué parce que ça peut aveugler, ça peut perturber. Et puis, on peut dire ce qu'on veut. Inconsciemment, tu as peur, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Tu sais que tu saignes. Donc et forcément, puis ça crée une cible pour l'adversaire de pouvoir appuyer aussi sur cet endroit aussi. Donc pour le coup très bien géré aussi de la part, bien géré mentalement et psychologiquement de la part de Crawford. Techniquement, il y a des trucs que vous vouliez encore souligner sur ce combat, sur la gestion de Crawford notamment, sur peut-être ce qui a manqué à Canelo. Franchement, moi, c'est l'un des combats où je veux pas spécialement souligner ce qui a pu manquer à Canelo. Après, peut-être que après, on peut commencer à spéculer. Peut-être que 3 ans avant, Canelo, c'est un meilleur pressure fighter. Il est plus efficace dans sa manière de mettre la pression. Peut-être. La vérité, c'est que la vérité de samedi, enfin de dimanche dans la nuit, c'est que je crois que quasiment n'importe quel Canelo se présentait, il prenait pareil. Moi, je crois que c'est la certitude que j'ai acquise là. Ouais. Vous savez, moi, je pense, parce que je suis entraîneur, et j'ai vécu des choses et mon expérience me fait comprendre que en fait, le combat de boxe, c'est ce qu'on vit là. Ouais. C'est ce qu'on vit là. C'est-à-dire que quand vous m'avez invité pour venir, j'ai pas regardé le combat. J'ai voulu rester sur l'impression que j'avais. Il a fallu que je me rappelle du 9e round, je peux me tromper, 8e à 9e, je sais plus parce que j'étais dans le combat, mais j'ai pas voulu regarder le combat pour vous apporter mon vécu sur mes impressions. Sur le moment. L'impression du combat est importante parce que quand on regarde le combat, vous verrez, on regardera jamais de la même façon. Finalement, c'est pas vrai. Et le jugement du combat est là. Ce qu'on vit avec l'ambiance de la salle, avec l'impression que les boxeurs donnent. Et ce que je peux dire, c'est que si on regarde le combat de Canelo et Crawford maintenant, on va dire peut-être qu'il aura pu, il aura dû, il aura pas, il l'a pas fait. Sauf que ce qui rend beau aussi ce sport, et le sport d'une manière générale, c'est pour ça que dans tous les sports, il y a des partisans de la vidéo et des partisans de la non-vidéo. Parce que pas de vidéo fait partie aussi de l'aspect instantané aussi de l'événement et du geste. Et mettre la vidéo, c'est revenir sur un truc alors qu'on vit plus l'instant présent. Et donc, alors je suis partagé bien sûr, et donc ce combat-là, sur l'instant présent, ce qu'on peut dire, c'est l'impression que Crawford a donné sur ce combat. C'est l'aura qu'il a eu sur ce combat. Et quand on connaissait la dramaturgie qu'il pouvait y avoir, parce que l'un venait de la catégorie, en 2 catégories en dessous, et que l'autre était installé dans cette catégorie, on se dit que ça rend encore plus impressionnant, sublime, la prestation d'un Crawford. C'est pour ça que je dis que c'est exceptionnel. C'est un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais parce que quand on met en évidence tout l'enjeu et tout ce qu'il y avait sur ce combat-là et ce qui a été vécu à ce moment-là, on se dit mais c'est fantastique ce qu'il a fait en vérité. Ma transition toute faite, John, parce qu'on va aborder un peu le futur maintenant et justement le rôle que pourrait désormais occuper Bud Crawford dans l'histoire du noble art. Il a dit vouloir apparaître sur le Mont Rushmore, le fameux Mont Rushmore de la boxe. Pour rappel, sur la sculpture existante, on a quand même des personnages comme Theodore Roosevelt, George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln. Est-ce que avec ce qu'il a fait là et ce qu'il a fait durant toute sa carrière, il mérite d'être au Mont Rushmore de la boxe? Je dirais 100 fois. Ouais. 100 fois, ouais. Ça veut dire que tu le mets dans les 4? Ouais. Si tu dois en choisir 4, tu le mets dedans. Mais parce que c'est pas tant que la prestation difficile, c'est l'aisance. En fait, on connaît pas sa limite. En fait, c'est l'aisance avec laquelle il est capable d'apporter ses victoires. C'est pas. Alors, le combat a pas été acharné. Finalement, il est tombé, il s'est relevé, mais il a gagné ce round-là. Et finalement, c'était compliqué. Mais aussi bien face à un Canelo, aussi bien que face à un Spence, qui était peut-être son adversaire le plus attendu, pas le plus difficile, mais le plus attendu. À chaque fois, cet homme-là a répondu présent.
de façon assez exceptionnelle. Est-ce que le problème, c'est pas justement ce qui vient d'être résumé par ce que tu viens de dire? Historiquement, quand on va parler de ces combats références, on va parler de ces deux-là. Et on va pas parler beaucoup des autres combats. Sa carrière n'est pas terminée. Elle est pas terminée, alors, mais tu vois, c'est vrai que ces deux combats-là sont marquants et on cite cela à chaque fois. Est-ce que ça suffit, toi, Baba, pour le mettre sur tes 4 de l'histoire? C'est dur, parce que comme je t'ai dit, sur les 4, il y a 3 places qui peuvent pas bouger, de toute façon. Tu vois, c'est clair, Mohamed Ali, Joe Louis et Sugar Ray Robinson, pour moi, c'est trop compliqué d'en déloger un des 3. C'est toujours la 4e place qui a été disputée. À titre personnel, parce que forcément, un classement, il y a de l'affect, j'ai toujours eu Roberto Duran en 4. Toujours. Alors, sauf que Crawford, il n'a pas de nomas. J'ai pas les mêmes 4. Il n'a pas de nomas, tu vois. Donc à partir de là, tu dis, même si moi, Roberto Duran, c'est mon gars, mais là, ce que fait Crawford, et pour répondre à ta question, bah, en fait, c'est pas grave si tu parles que de ces 2 combats-là. Parce que ces 2 victoires-là et la manière qu'il a mis dans ces 2 victoires-là, c'est ce que je veux dire. Elle valent je sais pas combien de carrières. Regardez, on parle des 4, on n'a pas les mêmes 4. Parce qu'on a une histoire à la boxe différente. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes 4 d'ailleurs. Heureusement, qui sont tes 4 alors? Alors, c'est difficile parce que les miens ils bougent tous les deux. Je suis un peu psycho, moi j'ai des problèmes psychologiques, donc les miens ils bougent. Mais il y en a un qui est. Alors, l'avantage c'est que je pense que pour 99,9% des gens qui aiment la boxe et qui ont 4 boxeurs préférés, on a tous Mohamed Ali quelque part. Ouais, ça c'est voilà, c'est ce qui est immuable. C'est juste que je veux savoir. Après, bien sûr. Après, c'est lié à notre histoire. Ouais. On a boxé, on n'a pas boxé, on a fait de l'anglaise, on n'a pas fait. Donc, on a tous été marqués, touchés. À un moment, il y a des gens qui n'ont jamais boxé, mais qui ont été réveillés à des heures pour aller regarder Tyson. Donc, ils ont Tyson. Donc, ces 4 sont liés à notre histoire personnelle. Et c'est pour ça qu'on les respecte. Tout ce qu'on demande, moi, on peut discuter pendant des heures, c'est que sur Mohamed Ali. Dans ces 4, il doit y avoir juste Mohamed Ali. Après, le reste, vous pouvez laisser ce que vous voulez. Il peut être dans les 4, pourquoi? Pas maintenant. L'histoire n'est pas encore terminée. C'est pas terminé. Et quand je parle après ces 2 combats-là, moi je m'arrête pas à ces 2 combats-là. Rappelez-vous un peu, enfin moi, mon impression, mon histoire et ce qui me permet de jauger un boxeur, c'est aussi ce qu'il est. Ouais. Crawford, j'ai commencé à m'intéresser à lui, quand j'ai appris que ce mec-là, il était parti en Afrique avec une prof pour faire une œuvre humanitaire. Donc moi personnellement, dans mes 4, il y a cette touche hors ring aussi qui est importante. Et souvent, quand on est propre hors du ring, on est propre aussi sur le ring. Et c'est un lien, forcément. Mais c'est ce qui fait que Mohamed Ali est là pour tout le monde aussi. C'est ce qui se passe aussi en dehors du ring. Il y a plein de choses. Donc, Crawford, quand je l'ai nommé, il a toujours été parmi les meilleurs boxeurs. Et pourtant, j'étais pas pour lui. Enfin, j'étais pas pour lui. Je pensais qu'il allait perdre. J'ai su pour lui. J'ai toujours été un pro Crawford. Je ne retourne pas ma veste pour tout ça. J'ai dit que merde, moi je ne veux pas que ce combat ait lieu. Déjà, à la base, je ne trouvais pas ce combat légitime. Parce que moi, je pensais que c'était Christian Billy qui devait rencontrer Crawford, qui devait rencontrer Canelo, déjà à la base. En matière de classement et tout ça, et Christian est classé dans 2 fédérations, c'est lui qui devait rencontrer un Crawford. Quand j'ai entendu parler de ce combat, je dis non, c'est une blague. Ouais. C'est pas possible. C'était presque au même niveau que Jacques Paul et Pada, Gervonta qui sont rencontrés. C'est rien à voir. Il y a 2 catégories, ils sont pas dans la même catégorie. Canelo a 4 ceintures. Il y a des challengers en dessous de lui. Attends, de quoi il parle là? Et je pensais que ce combat n'allait pas se faire. C'est pas possible. Quand j'ai entendu la première fois, je croyais que c'était une blague. Et puis finalement, ça devenait de plus en plus sérieux. Et ce combat s'est fait. Il a eu lieu hier. Et Crawford a gagné contre toute attente. Donc effectivement, je suis peut-être pas bon en entertainment. Je peux peut-être pas bon en pronostic. Mais comme quoi, c'est intéressant d'avoir ton œil d'expert qui fait de la boxe depuis toujours. Et finalement, d'avouer que même des sensibilités peuvent t'amener à avoir un jugement avant le combat qui finalement va complètement être détruit sur 12 rounds. Mais toujours. Et je dirais que je suis capable d'assumer de dire quand j'ai tort. Ça, j'en ai absolument pas peur. Mais c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, de commenter, de parler de boxe et qu'on puisse m'écouter et de me tromper, et des fois avoir raison, d'avoir mes convictions à moi, techniques, tactiques, d'aimer un boxeur et même si je pense que ça pourrait être compliqué, vouloir le soutenir quand même. Ça fait partie de l'histoire. Et puis ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'on puisse en parler, en fait, c'est ça. C'est clair. Vous imaginez si on était tous d'accord et qu'on en parlait pas? Ouais, c'est clair. C'est qu'on puisse être là et en parler. Et avec d'autres personnes. Débat, c'était génial. Mon pote Alain Mayor qui dit qu'il a regardé le combat et il dit que je suis persuadé que Canelo, sur le prochain combat, il va gagner. Il m'a dit, je l'ai analysé, j'ai vu, il avait un problème. Et il a dit lui-même, son corps ne répondait pas. Et il me dit, je suis persuadé, alors maintenant c'est lui qui le dit, je suis persuadé que sur la revanche, la donne sera différente.
Et je pense que réflexion. pour la Legacy en plus, pardon, c'est encore mieux qu'il ait fait ça en 12 rounds plutôt que d'aller chercher parce qu'après il y a toujours cette histoire, t'en as parlé dans le podcast avec Bruno Suras aussi, ce côté Lucky Punch, etc. S'il met un KO au 2e, 3e round, peut-être que tu vois l'impression globale qu'on a sur ce combat sera pas la même, alors que là c'est un récital en 12 rounds et ça a été fait magnifiquement. Baba Crawford, il devient donc le premier champion undisputed d'avoir fait 3 dans 3 catégories différentes. C'est la 5e division dans laquelle il est couronné, et c'est vrai que du coup à tous ces niveaux-là il rejoint aussi beaucoup de champions. C'est incroyable, déjà historique d'être undisputed à 4 ceintures dans 3 catégories de poids, c'est un truc de fou, sachant que entre ta 2e et ta 3e il y a 10 kilos. Tu le fais à 66 kilos, tu le fais à 76 kilos, c'est un truc de malade. Champion dans 5 catégories de poids différents, il y en a d'autres, hein. Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, De La Hoya, Mayweather et Pacquiao, mais surtout il a été champion linéaire, et ça c'est toujours le truc qui m'intéresse le plus, moi. C'est ça. Et ça il l'a fait dans 4 catégories de poids, il y a que Mayweather et Pacquiao qui l'ont fait. Et ça te dit, t'es le champion de la catégorie de poids, c'est-à-dire que t'as battu le gars qu'il fallait battre pour être champion, celui qu'on considérait champion. J'ai 2 choses à dire, moi. Regardez, et tu l'as dit, t'as dit le mot, regardez la régularité dont fait preuve Crawford. De cette catégorie des légers dans laquelle il était champion du monde, et regardez un peu, il a une grande gueule, c'est vrai. Il vient d'un bled où inconnu, on ne sait pas, c'est les Bouzeux, c'est vrai. Mais il a réussi à faire connaître sa ville. Il a réussi à faire mettre aux yeux du monde sa région. Il est indisputé, il est invaincu. Il a été champion du monde dans 5 catégories maintenant. Il est dans sa façon de boxer, il est en fait sur tout point de vue, il coche quasiment toutes les cases. Et pourtant, je dirais, il y a des boxeurs qui ont le faciès du champion, qui ont le style, qui ont tout ce qui va avec. Et puis il y en a d'autres qui l'ont moins. Regardez un boxeur comme Pacquiao. Il a été champion du monde dans combien de catégories ? 8. Alors, quand on parle des 4 boxeurs préférés, mais lui, 100 fois, personne n'a fait ce qu'il a fait. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la bonne catégorie, il ne vient pas du bon pays. Il y a tout un tas d'arguments, d'éléments qui permettent de choisir de mettre un mec GOAT ou pas GOAT. Pacquiao, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et le dernier combat qu'il vient de faire encore à 43 ans, vous avez vu ce dont il est capable, c'est exceptionnel. Il n'y a pas 2 personnes comme lui. Par exemple, Pacquiao sera plus remémoré parce qu'il a affronté Mayweather et que ça a été un combat pour le grand public et pour l'histoire. Je suis certain qu'on se souviendra plus de ça plutôt que du fait qu'il était champion dans 8 catégories différentes. Non, en fait, je crois pas. Le fait marquant, le grand public, John, ça, il le sait pas. Les gens savent pas. Je te jure qu'il le sait pas. C'est générationnel en fait. Ouais, un petit peu. De ma génération, Pacquiao est fantastique parce qu'il avait rencontré De La Hoya et qu'il avait battu De La Hoya à l'époque. C'est là déjà que ça avait choqué. De La Hoya, il a mon âge, il a 52 ans. C'est là que ça choquait. Vous imaginez un peu la génération. Moi, les gens ont même oublié qu'il avait rencontré De La Hoya. Moi, j'ai oublié qu'il avait rencontré. À l'époque, je disais non, ça va être trop. Même si c'est un vieux De La Hoya, je dis non, là il abuse quand même Pacquiao. Mais il le fume quoi. Mais de la même manière, pourtant, il avait perdu contre Mayweather, mais de la même manière que je pense qu'on en reparle dans 10 ans, on verra ce qu'il va faire maintenant. Mais Crawford sera remémoré parce qu'il a battu Canelo, je pense. Cette manière-là, tu vois. Oui, on pensera pas qu'il a battu Ricky Burns, qui est un excellent champion. Et même qu'il a peut-être terminé sa carrière invaincu, etc. Je sais pas. D'ailleurs, est-ce que ça serait important aussi pour sa legacy ? On va essayer de faire vite parce que, comme d'habitude, à chaque fois, on se dit on va faire 45, 50, et on va faire 1 heure. Et voilà, on le sait, parce qu'il faut qu'on parle de Christian. Mais est-ce que s'il battait, par exemple, le 50 victoires, 0 défaite de Floyd Mayweather, ça aura un impact aussi pour sa legacy ? Pour ceux qui... Là, il en est à 42. Pour ceux qui sont dans la culture du chiffre et de l'invaincu, Floyd Mayweather, il a une carrière exceptionnelle. Tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le nombre de champions qu'ils ont battus. Et je crois que c'est un nombre quasi similaire, même si Floyd en a plus. En même temps, il a plus de combats. Par contre, moi, il y a des stats de fou chez Crawford. Le fait qu'il a 15 KO dans les championnats du monde, c'est un truc de dingue. Tu combats l'autre meilleur gars de ta caté, tu mets KO quasiment systématiquement. Il est incroyable. C'est fou, quoi. Donc, tu sais, c'est ces petites stats-là qu'on met pas spécialement en avant qui me font dire qui font la différence. Il a cette table-là. Il est à la table de ces mecs-là. Pour le classement pound for pound, il est 3e actuellement là chez The Ring. Il va passer premier devant Usyk, devant Inoue. Obligé. Et pas le choix. Tout le monde sait. Mais surtout que c'est The Ring. Non, mais surtout que The Ring est quand même assez impliqué aussi dans ce combat. Voilà, c'est un peu. En toute logique, il va le passer, ça. Mais en toute objectivité, oui. Crawford, avec ce qu'il vient de faire, il passe numéro 1. Usyk, il est exceptionnel, mais quand tu parles de pound for pound, est-ce que Daniel Dubois est un meilleur combattant que Canelo ? Bah non. Donc là, Crawford, ce qu'il vient de faire par rapport à ce qu'Usyk a fait, tu vois ce que je veux dire ? Et Inoue, on a eu la chance de le voir jusque quelques heures après. Il a gagné son combat contre un adversaire très dangereux, Morajan Akhmadaliev. Il a moins brillé que son accoutumé parce que physiquement, l'autre, c'est quelque chose. Mais voilà, quand tu à l'eye test, ce qu'il a fait Crawford,
t'es obligé. Allez, en un mot pour chacun des deux combattants, d'abord pour Terence Crawford, la suite c'est quoi d'après vous? Crawford, Il y a une revanche, non? s'il y a une revanche... Ça a été évoqué, mais Ouais. est-ce que c'est le plus probable? Je sais que du coup, l'avenir de Crawford peut être lié à celui de Canelo, et sur Canelo, t'as un autre parcours qui paraît plus logique par rapport au nombre de combats qu'il Voilà, reste avec c'est ça. Turquie. Moi, il lui reste que 2 combats dans son contrat avec Turquie. Que 2. 2 combats, chacun 100 millions, donc ça va, tu vois. Le chouchou de Turki Al-Hachiche, c'est Hamza Shiraz. C'est son chouchou absolu. Il veut ce combat-là. Et je vois pas comment il s'empêchera de faire ce combat-là entre Canelo et Shiraz. Donc moi, à mon avis, c'est son prochain. Derrière ça, il lui reste un seul combat qui sera probablement, et ça va déplaire à beaucoup de gens, mais probablement le combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe. Et ce sera contre Jake Paul. Ouais. Et je parle de lucratif. J'ai pas dit meilleur combat. Qu'on me fait pas se dire que j'ai pas dit. Ouais. En termes d'oseille, d'argent, ça fera le plus d'argent d'un combat de boxe de l'histoire. Ouais, donc ça c'est ce que tu vois pour Moi, Canelo. je vois comment ça va. Je vois que ça se passe comme ça. Et donc du coup, si on suit ce chemin-là, qu'est-ce qui arrive à Crawford? Mais moi, je suis Crawford. T'as fini le jeu 3 fois là. T'arrêtes? Bah évidemment. T'arrêtes? Bah, Arrêtez. lui, il a dit qu'il veut pas redescendre. Ah, il a dit qu'il veut pas redescendre. Lui, on a dit Ouais, en ouais, conférence il a de dit, presse, ouais. Ouais, est-ce il que a tu dit. retournes à 69 kilos? Il a dit non. Mais On dit, est-ce que tu vas aller prendre en plus, il a dit, 69 il a kilos? dit, il y a aussi, Ils ont dit le il y a- nom. si je descends, il y a aussi des mecs qui tapent très très fort dans la catégorie d'en dessous, donc autant que je reste là. Le combat Il a que dit tout le ça. monde voulait voir, c'est le combat contre Jaron Ennis. Ah, c'est celui qu'on a toujours voulu. Très clairement. Tu vois, lui, en conférence de presse, à chaud, il a dit 1, je redescends pas, je reste à 70 kilos, et 2, non. Quand on lui a dit, est-ce que tu vas affronter Boutennis, sa réponse a été na. Ah oui, il a dit non. Je sais pas. Nah. Sans ouais. élaborer, D'accord. rien que Et dalle. pourtant, il a été appelé. Ouais. Il a été appelé pour aider à entraîner Canelo. Canelo. Donc il y a une histoire. Alors, tu vois ce que je veux dire? il y a eu un peu de bluff, j'imagine, mais Et je vais même corriger un truc, John, c'est qu'il a même pas été appelé. C'est que Boutennis a appelé Canelo pour dire moi je viens les gars. d'accord. Après il y a une histoire. Canelo avait tourné avec le frère de Boutennis à D'accord. l'époque pour préparer, je sais plus c'était quel combat. Je sais plus quel, il y a quelques années. D'accord. Donc ils se connaissaient déjà. Mais pour le coup c'est Ennis qui a proposé sa candidature. Donc ça va encore mieux dans ton scénario de se dire, il y a peut-être un petit business entre les deux. On a peut-être pas envie, ouais. Pour l'instant il veut pas, en tout cas. Ouais, Alors, mais Ennis, c'est celui que tout le monde évite copieusement, hein. Donc forcément c'est un vrai danger. Et il va monter de catégorie. Et puis j'ai vu quand il a été mettre les gants avec Canelo, j'ai vu il faisait vraiment mi-lourd, hein. Il avait des gros bras, il était assez, il était pas au régime en tout cas, il mangeait pas des salades à ce moment-là. Pour répondre à ta question, moi je pense que Canelo est un homme de challenge avant tout. Et rappelez-vous que quand il avait perdu contre Bivol, c'était pas sa catégorie. Et tout le monde a parlé de revanche. Et finalement il s'est ravisé intelligemment parce que ça sert à rien, c'est pas sa catégorie. Là en l'occurrence c'est pas la même chose. Je pense que pour lui, pour son état d'esprit dans lequel il a tout intérêt à faire cette revanche et à apporter des ajustements s'il peut, à moins qu'il fasse preuve de désaveu, de faiblesse et qu'il dise c'est pas possible, je ne pourrai jamais boxer et gagner face à un boxeur tel que Crawford. Et c'est pas dans son tempérament. Je pense que si jamais, vu l'aura et vu sa renommée aujourd'hui, abandonner un Crawford qui vient de 2 catégories en dessous pour aller rencontrer un autre boxeur, ça n'aura pas la même saveur. Vaut mieux reperdre peut-être une deuxième fois en fournissant une meilleure prestation face à un Crawford qu'aller chercher un autre boxeur qui sera peut-être un peu moins talentueux. et du coup, si Canelo suit le chemin qu'on a envisagé, tu crois que Crawford pourrait prendre sa retraite? Je ne le vois pas reprendre sa retraite. Non. moi. Moi, je dirais que c'est un peu tôt, parce Ouais. que là, ça y est, il est passé dans une autre catégorie. Même niveau, parce que pensais pas. d'après ce qu'on a entendu, il prenait 10 millions quoi qu'il arrive pour le combat, et finalement, en gagnant, il est passé à 50 ou 60 millions. Donc ça y est, il est passé dans une autre catégorie au niveau des thunes. Non, mais je suis d'accord, mais ça va être important aussi pour sa motivation à recombattre. Alors les gars, je suis d'accord avec vous. Et Crawford, avec Usyk, c'est mon combattant préféré depuis 10 ans. Donc de toute façon, moi le premier, je serais heureux de le revoir boxer encore une fois. Et contre Jaron Ennis, c'est le combat que je veux voir. Ouais. Vraiment, je pense qu'Ennis peut lui poser des problèmes. C'est un combat super intéressant. Maintenant, j'arrive jamais à ne pas être pragmatique sur ces gars-là. Et c'est un mec qui a 37 ans, qui vient d'atteindre un pic que peut-être pas d'autres boxeurs va atteindre dans sa vie. Et que lui-même n'atteindra peut-être plus. Tu fais comment mieux que ça? Tu vois, il y a ces questions-là qui se posent. Et puis, il a 37 ans. Comme le dit John tout à l'heure, c'est un mec d'Omaha, Nebraska. C'est-à-dire que le présentateur de chez Netflix, il lui dit vous allez retourner à Omaha, c'est où déjà? Le gars savait même pas c'était quoi l'état d'Omaha, tu vois ce que je veux dire? Là je me suis dit c'est vraiment un petit patelin en vrai, tu vois, au point où le mec il sait pas où c'est quoi, tu vois. Donc quand tu prends tout ça bout à bout, il a une parade qu'il attend chez lui, c'est un mec, il a je sais plus 7 enfants je crois. 7 je crois. Quelque chose comme ça. 7. Lui-même il le dit que ça le fait chier, tu vois, de partir en prépa, il les voit pas, il reprend l'avion juste pour faire la fête d'anniversaire Il est de très ses proche enfants. de ses enfants en plus, hein. C'est un père très présent. Moi, je suis toujours plus pragmatique et je me dis, je crois que si j'étais son pote dans le vestiaire,
je lui mettrais la main sur l'épaule, c'était cool quand même. Et puis évidemment, de toute façon, rien ne l'empêchera dans 3-4 ans de faire un super fight un autre contre un influenceur. Et puis voilà. C'est sûr que si on parle plus d'argent. Éloigner les influenceurs de Darren Crawford. Ouais, mais bon. Il a 37 ans, mais regardez, la dernière fois qu'il est monté sur un ring, c'était quand c'est un an. En fait, il boxe une fois par an. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est un boxeur qui est limite frais encore. Et quand on regarde un peu ses phases d'entraînement, et c'est un mec qui est multisport. C'est un très bon lutteur aussi. Donc c'est-à-dire que c'est un mec qui fait beaucoup de choses. C'est le vrai champion dans l'état. C'est vrai, hein, dans l'état d'esprit, dans sa capacité à s'entraîner. Il s'entraîne pas tout le temps comme un fou. Il pratique d'autres disciplines aussi. Et puis il est marrant, il est bonnard, il rigole tout le temps. C'est le vrai champion dans toute sa forme. Et moi je dirais que je pensais moi qu'il allait descendre de catégorie après. Peut-être pas rester en super moyen, parce que super moyen, c'est pas sa catégorie, super moyen. C'est 76 kilos. Je pensais qu'il allait redescendre en dessous en moyen, 72 kilos. C'est la catégorie intermédiaire, c'est très bien. À son âge, on se prend plus la tête pour faire le régime. 76, c'était très bien, il était à l'aise. 72, le boxeur a besoin d'avoir un peu faim, de faire un petit régime. 72, c'était parfait, moyen. Et ça reste encore une catégorie reconnue avec une histoire, la catégorie des moyens. Je pensais pas qu'il allait rester dans cette catégorie, mais il s'est senti tellement bien. Et puis surtout, si c'est mieux rémunéré, pourquoi descendre de catégorie? Là, tu me vends du rêve, John. Si tu me dis qu'il redescend en moyen, qu'il va chercher Gianni Beck, mais moi je prends le billet d'avion. Ce serait bien. Mais il y a aussi, ça y est, il a trouvé aussi son rythme dans cette caté parce qu'il a pris le meilleur tout de suite, donc il sait qu'il a le rythme. Et puis ne pas avoir à couper quand t'as coupé toute ta vie. Au niveau du poids, ça doit être un confort qui est phénoménal. Peut-être qu'il veut le refaire parce qu'il le dit. Maintenant, c'est moi le face of boxing. Je veux pas. Alors, je vais aller à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. Il a pris le meilleur dans cette catégorie, mais il y a d'autres boxeurs dans cette catégorie qui ont des arguments physiques différents, qui pourraient lui causer d'autres problèmes. Je suis tenté de penser. Alors, je mets ça de côté. Attention, je suis pas celui qui dit mais s'il avait, c'est pas vrai. Mais je dirais que Canelo avait les arguments physiques, techniques, en matière d'âge aussi, qui ont permis aussi à Crawford de peut-être. Il est exceptionnel, je l'aurais dit encore une fois. On peut lui ramener un mec de 3 mètres, il va le battre quand même, peut-être que. Mais dans cette catégorie des super moyens je sais pas la sienne, j'en suis persuadé encore. Il a été capable de battre les meilleurs, mais Canelo avait les arguments qui lui permettaient de. Rappelez-vous, il y a quelques années, Roy Jones a battu un boxeur qui s'appelle Ruiz, qui était champion du monde, mais qui mesurait 1m83, c'était le poids pas très grand, exactement. Il n'aurait pas pu s'en dépêter s'il devait rencontrer un Lewis, par exemple, qui mesurait 2 mètres. Donc, voilà, je veux pas mettre des si et des si, mais voilà, dans cette catégorie des super moyens, qui reste quand même très proche des mi-lourds, c'est-à-dire 80 kg, qui est la meilleure catégorie, je sais pas pourquoi, mais on est tenté de penser qu'il y a des arguments quand même, il y a des boxeurs qui ont des arguments qui pourraient lui causer d'autres problèmes. Il resterait peut-être à les résoudre, mais en moyen, on arrive dans une équation rapport puissance, taille, poids, qui serait plus adapté à un boxeur tel que Crawford. Bon, de toute façon, même si Crawford prend sa retraite, je pense que le Crawford contre Jake Paul en 2030, vous le regarderez, et puis voilà, c'est tout. Voilà ce qui vous attend, les gars. Puisque vous voulez l'envoyer à la retraite, voilà ce qui vous attend. Bon, c'est cool, on a été assez complet sur ce premier combat, et on va enchaîner sur notre deuxième combat, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure. Maintenant, on va parler évidemment d'un autre combat qui était sur cette carte à Las Vegas, Christian Mbili, boxeur franco-canadien désormais, qui affrontait le guatémaltèque Lester Martinez. On s'attendait à un duel de cogneurs, on l'a eu. Match nul à l'issue des 10 rounds. Résultat logique aussi pour vous? Moi, complètement logique pour moi. Moi aussi. En fait, j'ai essayé, ce que je disais, le combat, j'ai pas pu le regarder assis. J'ai essayé de m'enlever cet habit de pro Christian Mbili. Donc, c'est-à-dire que pour rester assez neutre et à la fin, je savais pas. Je regardais les amis qui étaient avec moi, parce qu'on l'a regardé chez moi en plus. J'étais avec un groupe d'amis pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'étais un peu perdu. Tel round, et puis j'ai pas. À ce moment-là, tu peux plus noter les rounds. J'ai pas noté les rounds. Moi, je savais, mais j'ai lâché. Et j'étais en contact avec Samir Hamoudi qui commentait le combat, avec Brahim, et ils m'ont dit, écoute, nous on a match nul. Et je dirais, un match nul serait pas mal aussi. Mais d'ailleurs, Brahim, il était comme toi, il l'a dit sur le commentaire. Il a dit, j'ai pas compté les rounds. Je pense qu'il était aussi dans l'émotion de ce combat. Ça. Ce que je peux dire, moi, c'est que moi, je suis fier de Christian Mbili, du combat qu'il a fait. Bien sûr, je suis un entraîneur exigeant et dur et exigeant envers Christian et tous les autres. Je m'attendais à beaucoup plus techniquement. J'étais persuadé qu'on me parlait, on me disait Christian, tu vas voir, il est physique, il rentre dedans, tout ça. Je disais que Christian est capable, vous le connaissez pas, mais il est capable d'apporter autre chose techniquement. Il a déjà montré, effectivement, c'était sur des compétitions amateurs et autre chose, mais même sur les combats pro, il a été capable à des moments d'avoir des flashs et d'apporter autre chose techniquement. Et c'est peut-être là ce qui aurait permis de perturber un peu plus Lester Martinez. Et là, et il est resté peut-être dans un registre constant, certes, on connaît Christian, ce côté un peu rouleau compresseur, destructeur, démolisseur, et peut-être que pendant ces 10 reprises, il n'a fait que ça. Et on aurait aimé un moment qu'il nous fasse un décollage sur le côté, un petit pivot plus constant, apporter autre chose pour pouvoir respirer un peu
et surtout perturber son adversaire. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Tu vois, moi, j'ai pas spécialement envie de m'exprimer sur le combat parce que je l'ai vécu, comme toi, je l'ai vécu debout à partir de. Moi, je m'attendais que ce soit la guerre, de toute façon. Ouais. Donc, j'en ai eu pour. mon argent, je paye Netflix. C'est pour mon argent. C'est vrai. On pourrait faire des notes de frais maintenant. Il y a la boxe sur Netflix. Mais vraiment, pour le coup, le combat il était exceptionnel. Je savais que Martinez était dangereux. Christian me l'a dit quand on est venu faire l'interview mi-août. Il m'a dit, je sais qu'il est dangereux. C'est le plus dangereux qu'il a rencontré. Je sais que c'est mon adversaire le plus dur. Ouais. Même son coach le piquait à l'entraînement. Il disait, lui, il peut te mettre KO, tu vois. Et donc, ça piquait Christian. Et c'est pour ça que je voulais que tu sois là, John, aujourd'hui, parce que ce que tu décris, c'est exactement ça. À un moment, je me suis demandé, est-ce que Christian, il a autre chose que ce plan A? Visiblement non, pas ce soir-là en tout cas, ou en tout cas c'était pas sa volonté. Moi je te dis, parce que je soupçonne, on va peut-être avancer rapide Charles pour dire que à mon avis il y aura une revanche. Quand t'as un match nul comme ça, qui a un combat de l'année potentiel, ils sont pas bêtes, Turquie et tout ils sont pas bêtes, tu le remets, tu le mets en main event d'une autre quatrième saison, ça pète. Alors, toi t'es le coach dans son coin, comment on fait en fait? Parce que la vérité c'est que heureusement que c'est 10 rounds, peut-être que il y avait 11e, 12e, Christian aurait pu être plus en difficulté parce que Lester il avait fini par comprendre à la fin. Tu fais quoi de différent toi? Alors j'en parlais encore tout à l'heure. Moi, après le combat, je dis, ce combat-là, il n'y a pas besoin de match revanche. Parce qu'en fait, le match revanche, on reverra la même chose quasiment. Ouais. Lester est plus fin techniquement. Avant le combat, je l'avais dit à Christian, j'en ai parlé, je dis, écoute, il est plus fin techniquement que toi, il est meilleur techniquement. Mais par contre, tu as un impact physique qui va permettre de compenser. Et sur la fin de combat, ça peut être très important. Ça a été un peu l'inverse. De fait de son aisance technique, Lester a été un peu mieux sur la fin. Parce que Christian, les deux étaient fatigués, mais un boxeur fatigué, il baisse les mains, il arrive à esquiver. Et ce qu'il faut dire, c'est que Christian a une boxe facilement lisible. C'est pas ça son fort. Christian a toujours une boxe, les boxeurs ont sur une boxe qu'on arrive à lire facilement. C'est l'impact physique et ce qu'il propose qui fait que même si tu lis, t'as pas le temps d'écrire dessus. Ouais. Tu vois, et c'est ce qui fait que, sauf que là, il a eu un adversaire face à lui qui a eu un moment de mou je crois à la 7e ou 8e reprise. Là, moi, je me dis peut-être qu'il pourra pas tenir. Ouais, je me dis qu'il va pas tenir. Et puis surtout, et c'est sa technicité qui lui a permis de revenir. Ouais. Et Christian, après, a commencé à avoir lui un coup de mou, un deuxième, ou à partir de à la 8e peut-être, 7e, 8e, à la 8e, pardon. Et c'est là que, à la 9e plutôt, et c'est là que l'autre est un peu plus revenu dans le combat, mais grâce à sa technique. Je pense pas, au début, je me suis dit, un match revanche, c'est pas la peine, ça. Parce que les deux boxeurs vont proposer la même chose. Et même si Christian s'adapte techniquement et propose des choses, l'autre, il va réadapter différemment. Et finalement, comme on dit, chasse naturelle et revient au galop. On va retrouver sur la fin de combat, on va retrouver la même chose. Sauf si un, par chance, arrive à piquer l'autre ou pas. Ce que je peux dire, c'est que le combat s'est fait peut-être en 2 temps. Christian est bien rentré dans le combat, il a imposé son approche physique, et je m'attendais qu'à un moment, il allait nous proposer autre chose. Et finalement, il est resté là-dessus. Je pense, moi, que le travail doit être fait, Christian doit faire un travail sur l'aspect mental. À un moment, pour le connaître, Christian, il rentre dans une phase baston. Ouais. C'était que la guerre. Le mec qui est en face, je vais le démolir. Il n'y a plus cette réflexion. Franchir l'étape supérieure. Excuse-moi, John, mais ça s'est traduit au niveau des chiffres parce qu'il a envoyé beaucoup plus de coups, mais il était beaucoup moins précis que Lester. Donc tu dis par exemple qu'il aurait dû mettre moins de volume, moins se fatiguer à ce niveau-là, essayer de trouver des clés un peu plus. C'est dur à demander ça à Christian parce qu'on sait que son style est-ce que justement, dans la continuité de ce que te demandait Baba, est-ce que toi en tant que coach, c'est ce que tu leur as demandé de faire? Mais bien sûr, parce que je vais pas lui demander de continuer et limite à s'épuiser et à mettre une pression parce qu'on sentait qu'en face, tout ce qu'on demande à un boxeur dans le coin est lié à ce qu'il sait faire, mais lié aussi à ce que l'adversaire propose. Ouais. On adapte à chaque fois, constamment. Christian met beaucoup de coups à un moment et pas assez puissant, ça marchait pas. Parce que marquer des points, c'était pas intéressant sur 4, 5, 6 coups. Il fallait peut-être en mettre 2, 3 et se protéger derrière. 2, 3 et se protéger derrière. Ce que faisait son adversaire Lester, c'est que si vous regardez le combat en arrière, il attendait que Christian mette des coups et quand ça touchait, il remettait les mêmes coups derrière quasiment. Exactement, la même chose, les mêmes combinaisons. Exactement, pour pas subir. Et ça a été la tactique qui a été prévue avec en fait, la tactique, je pense que c'était ça, c'était de matcher le rythme de Christian le plus longtemps possible. Exactement. Et de faire parler la technique et surtout la puissance. Moi, je pense qu'il s'attendait à le mettre KO sur les dernières rounds. Ouais. Et en fait, il a compris que Christian ne tomberait pas et c'est reparti un petit peu en guerre sur la dernière parce qu'il prend le contrôle sur le 8e, 9e. Là, moi, je me dis, merde, en fait, là, il commence à prendre le contrôle techniquement, il est meilleur et on sait qu'il frappe. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être même Lester, dans sa tactique, tout comme Christian, les deux en fait sont rentrés en mode en fait c'est la bagarre et les deux ont manqué de réflexion un peu sur le sujet, non? Et c'est toute la différence. Alors après 10 rounds à ce rythme-là, c'est normal. Qui peut être lucide? C'est normal. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fourni parce qu'ils ont fait le combat de la soirée, je sais pas, mais en tout cas ils ont fait un combat exceptionnel entre eux. On savait que ça allait être ça. La frustration elle vient du fait qu'il nous a manqué un poil de technicité.
de la part de Christian, un petit truc, un petit décalage, Il y a, une petite réflexion à un moment pour pouvoir peut-être changer la donne aussi. il y a certains trucs, je l'ai noté, par exemple, à un moment, Brahim, qui le connaît aussi très très bien, il dit Christian, il tourne la tête, il regarde pas son adversaire quand il envoie ses crochets. C'est-à-dire que voilà, il lui tourne quasiment le dos et après il reprend le contact visuel avec son adversaire. Ouais. Ça, c'est des trucs que, par exemple, vous avez identifié depuis longtemps. Toujours. Sur Christian, et alors comment t'expliques que ces points-là qui sont quand même facilement améliorables, on va dire, quand tu travailles bien dessus, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi encore à les améliorer? Je pense qu'ils sont améliorables et on a vu rappelez-vous, on a vu des combats de Christian, on s'est dit waouh, pas mal ce qu'il fait là. C'est-à-dire que c'est peut-être inconstant. Et c'est pour ça que je parle de préparation mentale. On met pas le mental, on met pas tout dans le mental parce que le mental va tout régler, mais parce que il a eu des combats, il a eu des phases où il a été très bien, où il a piqué ses adversaires, où il a pas mis trop de coups, il a chargé, il est venu, il est mis à la bonne distance, il a pas mis n'importe quel coup, il a pas tapé comme un bourrin, il a été à la bonne distance, il a très bien cadré, il a piqué, il est revenu, il a décalé sur le côté. On s'est dit waouh, super, il a progressé. Il y a eu des combats où on a vu Christian, on s'est dit ah, il a progressé, il a passé le cap. Maintenant, il peut aller à ce niveau-là. Je pense que peut-être c'est une gestion des émotions, encore une fois. Boxer dans une telle soirée, avec un tel engouement, dans la même soirée que Canelo, avec autant de visibilité. Christian s'est entraîné dans les hauteurs à Big Bear. Il y avait la chaîne Netflix avait dépêché des... Alors, bien sûr qu'il est habitué à qu'il y ait un tel engouement, qu'il y ait un engouement autour de lui, mais pas avec une telle importance. Et peut-être une pression pas très bien gérée, parce que c'est le combat où il fallait. Il passe un entretien. Il passe un entretien devant tout le monde. En fait, la course à Canelo, est-ce que c'est moi qui vais gagner? Exactement, il fallait. S'il gagnait de belle manière, la revanche, le combat face à Canelo s'imposait. Ouais. C'était essentiel. C'est ce qu'il fallait faire. Et peut-être que cette pression l'a obligé à se dire non, je vais tout donner. Et puis à un moment, quand le combat a commencé, il a mis de côté toute la tactique qui avait été mise de côté, et pour entrer dans un registre, je dirais, basique de démolition. T'étais en... c'est le KD2. Pardon, Charles. Je pense que les deux ont oublié ça par rapport à la pression qu'ils avaient. Lester, c'est l'inconnu qui est dans le camp de Terence. Et Lester sait faire des choses. Il sait décaler, il sait pivoter, il sait sortir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a fait que à partir de la 8e reprise. Et dès qu'il l'a fait, il a mis Christian en difficulté. Et je peux pas m'empêcher de me dire que les deux en fin de compte ils sont entrés dans un truc où on se dit tu sais quoi, avec tout ce qu'il a dit, Turquie, Tom et Jerry fight, ce machin, il faut qu'on reste dans la boîte tous les deux. Ils se sont dit en fait fuck it, on reste dans la boîte, on échange et le premier qui tombe il tombe. Puis zéro accrochage. Ils sont appelés les deux la veille. Viens on fait match nul. Parce que tu l'as dit, c'était miroir. T'avais Christian qui envoyait une série de 4 coups corps face, et Lester il envoyait la même série. Et comme Lester a une base technique plus importante que celle de Christian, donc naturellement il est capable de faire des choses. Il aurait peut-être pu poser plus de problématiques à Christian, mais en même temps Christian ne lui a pas laissé le choix. Et la tactique qui était prévue avec les entraîneurs de Christian, c'était de ne pas lui laisser le champ. Parce qu'on sait qu'il est dangereux à distance, il fait mal avec ses droites. Christian a pris beaucoup de coups sur ce combat. Et par contre, il fallait constamment le coller. Et alors, je ne vais pas rentrer dans une finesse technique, mais il fallait le coller, mais il fallait travailler en arrivant sur lui. Et au moment, les phases d'attente ont permis à Lester de déclencher son uppercut du gauche, son uppercut du droit. Il y a beaucoup d'uppercuts qui sont rentrés. Et ça se joue à des secondes près. Et je le dis, quand on fait un combat à ce rythme acharné, à un moment, on ne peut plus être lucide. Il faut juste taper, parce qu'il faut gagner le combat, parce que le combat est important, parce que c'est la soirée de Canelo, ça passe sur Netflix, le monde entier nous regarde, et tout ça, bout à bout, il faut être fort mentalement pour voir ces émotions. Ils arrivent à envoyer près de 1000 coups, je crois. Tous les deux. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est des petites catégories qui t'envoient 1000 coups. C'est jamais une catégorie. C'est largement plus que dans Canelo Crawford, par exemple. C'est incroyable. Très, très largement plus. Envoyer 1000 coups, normalement, c'est des plumes. Toi, John, tu t'es occupé de l'équipe de France olympique en 2016, notamment. Donc, il y avait Christian. Tu l'as vraiment côtoyé de manière très proche pendant combien d'années? Je dirais de 2000 jusqu'après sur l'entraînement, tu veux dire, ou... Ouais, sur toi quand tu t'occupais de lui et sur l'entraînement. Je dirais de 2012. OK. Après les Jeux, 2012 à 2016-2017. D'accord, donc pendant 4-5 ans, tu étais proche de lui. Tu voyais un boxeur c'est-à-dire que là en gros ce que tu dis c'est qu'il a peut-être un petit peu perdu les acquis qu'il a pu avoir ces dernières années sur ce combat tactiquement notamment. Est-ce que du coup t'as retrouvé un Christian que toi tu voyais en 2016 par exemple quand il était encore boxeur amateur? Non. Sur certains aspects tu vois mental notamment.
il fait des choses fantastiques là. Même sur le combat, ce qu'on voit faire là maintenant, non, parce que faut bien regarder le combat. Il y a quand même un jeu défensif. Il prend beaucoup de coups parce que face à lui, il est un très bon combattant, mais défensivement, il fait des choses intéressantes quand même. Hein. Sur la contre-attaque, sur les attaques, sur le travail corps-face, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. C'est pas primaire, hein. Attention, hein. C'est très bon ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que face à l'adversaire, il faut être capable de s'adapter, et face à l'enjeu, c'est ça en fait. Ouais. Ce que je l'ai vu faire, et la progression dont il a fait preuve depuis qu'il est au Canada sur l'aspect professionnel, en passant sur 6, 8, 10 rounds. Ben, on a vu la progression, et il n'y a pas que moi qui le dis, beaucoup de gens ont vu Christian évoluer et progresser à chaque fois. Ouais. Et la progression, elle se remarque, elle se confirme selon les adversaires dont on fait face. Et sur ce combat-là, j'ai eu l'impression, moi, effectivement, que c'est l'émotion qui a plus parlé que la technicité. C'est l'émotion qui a plus parlé que le travail qui a été fourni. Alors, vous imaginez bien que Christian n'a pas été préparé pour entrer pendant 10 rounds sur Lester et lui mettre des coups dans tous les sens. Oui, c'est sa base. Oui, c'est ça. Mais il y a toute une tactique qui a été mise en place. Passer sur le côté, travailler après lui, travailler sur sa droite. Donc, et j'ai l'impression que tout ça a volé en éclats. C'est ça, ouais, quand même. Sur le ring. Voilà. Le combat reste propre. La base, elle est propre. Elle est de niveau international. Bah, mais il nous a manqué un petit truc. Et n'oublions pas, hein, il n'a pas perdu le combat, Christian. Il a un match nul. Bien sûr, c'est un match nul. Il a fait le meilleur combat de la soirée. Et c'est un combat qui, ça peut être éligible comme étant dans un top 10 des combats de l'année, parce que ça s'envoie. Enfin, c'est. Alors, tout comme. L'intensité, c'est quelque chose. Non, mais c'est clair que, tu sais, il y a certains awards qui vont être plus accessibles pour des boxeurs et des combats selon où ils vont être placés. Bien sûr. Là, tu es sur presque la carte de l'année. Une des cartes de l'année, une des 3 cartes de l'année. Donc forcément, les yeux sont dessus. De faire cette performance-là sur cette carte-là, il est top 3 des combats de l'année déjà. Et c'est peut-être le Fight of the Year. Clairement, c'est comme ça que les Américains en parlent aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que les deux, à partir d'aujourd'hui, leur nom, il est tout en haut. Christian avait le statut de numéro 1. Il lui manquait la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils ont dit, ok, lui, c'est un taré, en fait. Et... à chaque fois qu'ils vont aller regarder ses combats, t'imagines là, c'est un mec qui dit je le connaissais pas lui, je vais aller regarder ses combats d'avant, et tu regardes ses 5 combats d'avant, tu dis en fait c'est tout le temps. Ah ouais. Donc lui, tu pourras que le regarder. Quand tu montes une carte, de toute façon, tu vois le record de Christian Billy, tu vois le nombre de victoires avant la limite, tu vois ce combat qui va à la limite et qui est une guerre de fou. C'est la première fois qu'il a un tout petit accro dans sa carrière pro quand même. Avant c'est 29 victoires, je crois 24 avant la limite. Ouais. C'est la première fois qu'il a un draw et il a jamais perdu chez les pros depuis 2017 où il a terminé son parcours olympique et son parcours amateur. Donc c'est un truc de fou. Le fait qu'il ait du coup, vu qu'il y a eu un match nul et qu'il est venu avec cette ceinture intérimaire WBC, quel concours de circonstances pourrait lui être favorable pour les match-ups qui viennent? C'est facile et ça va arriver pour moi. Très simple. Crawford, il a aujourd'hui les 4 ceintures. On sait aujourd'hui que les fédérations n'aiment pas trop les combattants indisputés. Ils sont très rapides pour leur dire t'as 17 jours pour lancer les enchères pour ton challenger obligatoire. Surtout une tête de mule comme Crawford. Voilà, surtout Crawford qui va lâcher les ceintures. Voilà. Il a pas besoin, effectivement. Il va lâcher dans sa catégorie de prédilection. Donc il peut dire allez, soit je descends, il va écouter John en disant soit je descends en moyen, soit je descends en moyen et je vous lâche la grosse ceinture en super moyen. Il y a trop de grands d'1m90, ça m'intéresse pas. Ou soit effectivement je le vois pas moi se dire je vais faire en sorte de rencontrer tous les boxeurs que me demandent de boxer, de rencontrer ces fédérations pour pouvoir conserver ces 4 ceintures. Ils l'ont déjà fait 2 fois à Usyk, parce que Usyk il a réussi à gratter une petite autorisation d'étendre le délai des enchères, mais ils vont lui retirer une de ses ceintures. Il l'avait déjà fait la première fois, ils vont faire la même chose. Donc moi je te dis que dans un mois et demi, Christian Billy il est champion WBC. C'est tout j'allais dire le mal et le bien qu'on lui souhaite en tout cas, parce que c'est mérité. Mais ce combat contre Lester, effectivement, je pense que moi, ils vont le garder sous la main. Parce que c'est un combat, effectivement, qui peut déchaîner des foules et qui va permettre d'attirer beaucoup de monde. Et ils vont pas le refaire directement. Si les calculs sont déjà faits, s'il n'y a pas de match revanche entre Canelo, et on ne doit pas attendre encore un an peut-être, et que finalement Canelo ne fait pas de match revanche et que ces ceintures explosent, mais effectivement, Christian devrait être éclaboussé aussi par une des ceintures, la WBC et la WBA, sur laquelle il est classé numéro 1. Et donc,
Faut voir maintenant quel adversaire on va lui opposer. Par contre, l'objectif Canelo, forcément, là, il a pris un petit coup dans l'aile quand même. Ouais, il a pris un petit coup dans l'aile. Il faudra voir. En fait, il y a plusieurs options. La vérité, c'est que c'est vrai que moi, j'étais focus sur le. Pour moi, dans ma tête, la revanche, ils vont vouloir la faire. Mais c'est vrai qu'il y a un monde où ça se fait pas tout de suite pour plusieurs raisons. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un scénario où Canelo, il dit moi, je veux du temps, je veux pas reboxer tout de suite. Hamza Shiraz, il a besoin de boxer. Ça fait un combat qui sera très plaisant à faire. Et parce que malheureusement, même si parce que la WBC, c'est ceux qui sont le moins rapides. Quand même à retirer les ceintures. Ouais. L'IBF, c'est les plus rapides. L'IBF, eux, ils te disent très vite, tu défends pas, je te la reprends. La WBA, ils ont l'habitude de se dire, même si t'es le numéro 1, je te donne pas la ceinture comme ça, tu fais un combat. On prend le numéro 1, le numéro 2, et vous allez vous disputer la ceinture. Donc, il y a un monde, où il est obligé de il va jouer. Il va combattre pour la WBA contre un autre mec. Je pense que Shiraz est dans l'adéquation et quelqu'un à qui il faut compter. D'une part parce qu'il a le soutien de Turquie et aussi parce que effectivement il a fait une bonne prestation face à Berlanga. Donc forcément ça le positionne. Alors on l'a positionné trop rapidement à mon goût, mais effectivement je pense qu'on verra bien parce que les plans sont peut-être déjà faits, j'imagine. Et il faudra compter avec lui. En tout cas, très intéressant parce que les deux combats dont on a parlé aujourd'hui peuvent avoir des liaisons, des ramifications et des impacts par rapport aux deux résultats qu'on a vus. Les gars, merci. Juste avant de se quitter, Baba, on voulait quand même dire au revoir et on va rendre un hommage à Ricky Hatton, boxeur anglais retrouvé mort chez lui à Manchester dimanche matin. Incroyable. À l'âge de 46 ans. Hyper généreux sur les rings, on s'en souvient. Il était très populaire. Il a remporté des titres de champion du monde dans 2 catégories de poids différentes, il me semble. John Baba, en un mot, si vous avez chacun peut-être un combat, une anecdote, un souvenir de Ricky Hatton et du boxeur qu'il était. On se souvient tous de ce qui s'est passé avec Mayweather, mais je vais pas me souvenir de lui dans la défaite. Moi, je vais parler du fait que c'est le gars qui a détrôné Kostia Tszyu, qui était un combattant exceptionnel, Tszyu, vraiment, qui était champion undisputé de lui-même. Donc voilà, il avait réussi un exploit monumental et c'était devenu une méga star après. Moi, je me souviens de lui comme un boxeur du peuple. Il est capable de drainer une quantité de fans anglaises incroyable. Il avait tout un peuple qui le suivait et qui se déplaçait aux États-Unis pour aller le voir boxer. Et à chaque fois qu'il a bougé une oreille, les gens l'ont toujours suivi. Parce qu'il avait une boxe très généreuse. Et puis, avec ses tatouages et son teint pâle, c'est l'anglais, quoi. Le gars de Manchester, très clairement. Donc vraiment qui repose en paix et une carrière exceptionnelle. À noter qu'il avait annoncé vouloir combattre à nouveau et qu'un combat devait se faire au mois de décembre à Dubaï. L'ancien champion nous a donc quitté à l'âge de 46 ans et le Fighter Club tenait à lui rendre hommage. John, on se quitte sur une note un peu plus triste que ce dont on a parlé avant. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Oui, il fallait en parler, c'est important de rendre hommage. Et c'est super. Merci en tout cas, John, d'être venu avec nous. C'était très intéressant d'avoir tes éclairages sur ces deux combats et notamment sur Christian que tu as très bien connu. On espère te revoir très vite dans le Fighter Club et on va t'entendre aussi très vite aux commentaires sur MC Sport. Baba, comme d'habitude, merci. Merci. On s'est régalé avec John aujourd'hui. Ouais, super. Franchement, c'est régalé. Parce que ça apporte quelque chose de différent et puis il fallait pour Christian. On sait que c'est dur pour John de regarder les combats de Christian. Ouais, c'est normal. Beaucoup d'intensité. Faut qu'il puisse évacuer derrière. Surtout quand c'est en pleine nuit. Après, il lâche beaucoup d'énergie. C'est un petit peu dur pour mon John. Bon, en tout cas, merci à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Flavien Ziolkowski, Arthur Robert, Laurent Dupouy autour de cette émission. Et comme d'habitude, si vous voulez nous suivre, likez, commentez, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et merci à la réalisation aujourd'hui de cette émission et à très vite dans le Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.